Mais le tollé suscité a fait en sorte que le ministère a promis de corriger sa copie. Donc, il a révisé le programme après avoir consulté différents organismes, des historiens, etc. Et en 2007, il a produit une nouvelle version. C'est cette version-là que j'ai analysée en détail pour voir s'il y avait vraiment eu une amélioration, une renationalisation donc du programme. Ma conclusion, c'est que toutes les modifications apportées sont superficielles. L'esprit général du programme demeure entièrement le même. Alors, quelques correctifs ont été apportés. Cette fois-ci, on mentionne les patriotes. Oui, on mentionne l'existence des référendums. Mais ce sont des changements cosmétiques. Ce qui demeure fondamental dans ce programme, c'est l'occultation du fait majoritaire. Ce qu'on occulte, c'est le fait qui est quand même objectif, que le Québec est constitué à 80% au moins, sinon plus, de francophones porteurs d'une culture, d'une identité nationale, d'une mémoire, et que c'est eux qui donnent quand même son identité au Québec, sa spécificité. Par exemple, évidemment, par rapport ne serait-ce qu'aux autres provinces du Canada. Et c'est cette identité-là qui n'est pas présentée comme une identité majoritaire, mais comme une identité parmi d'autres. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est une fausse représentation, mais qui a des conséquences graves. Au contraire, ce qu'on essaie de véhiculer comme représentation du Québec, c'est le Québec comme société bilingue et multiculturelle. Et on préfère même présenter la fondation de la Nouvelle-France, donc le peuplement originel du Québec, comme une vague d'immigration parmi d'autres. Le Québec, c'est un pays d'immigration avec différentes cultures qui s'y sont installées. Et lorsque survient la conquête, bon, ce n'est plus un peuple qui perd sa souveraineté et qui est soumis à un peuple étranger, c'est le début de la dualité québécoise. Alors, ce qui aurait été, dans le programme précédent, présenté comme, sans doute, le début de la dualité du Canada, c'est-à-dire d'un côté, un Canada anglais va naître à côté du Canada français et aussi par-dessus, en ce sens qu'il le domine, qu'il le contrôle. Eh bien non, c'est le Québec lui-même qui, à partir de ce moment-là, devient profondément duel, c'est-à-dire bilingue et biculturel. Et c'est pas seulement, c'est pas tout. On n'a plus, la conquête n'est plus présentée comme l'avènement de la démocratie sous le régime britannique, mais quand même, on n'appelle pas le chapitre sur la conquête la conquête. On utilise un euphémisme. C'est le chapitre sur le changement d'empire. Alors, c'est sûr que ça doit faire moins mal de changer d'empire que d'être conquis. Mais il reste pas moins que, si on a changé d'empire, on est passé de l'empire français à l'empire britannique, c'est très bien par conquête. Bon, ça c'est assez typique. Il y a quand même beaucoup d'omissions de ce style demeurées dans le programme. On parle du rapport Durham, on parle de sa proposition de réunir toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord, mais on passe sous silence totalement sa proposition d'assimiler les Canadiens français. Ah, ça c'est pas important dans notre histoire. Et donc, du coup, on ne parlera pas du tout de ce qu'a fait Louis-Hippolyte Lafontaine pour restaurer les droits du français dans le Parlement du Canada uni. Ce genre d'épisode-là n'est pas présent dans le programme. La loi 101, beaucoup plus tard, ne va pas être présentée comme ayant, disons, trouvé un certain appui et faisant l'objet d'un certain consensus aujourd'hui au Québec. Elle est présentée comme simplement quelque chose qui fait l'objet de vifs débats au Québec. Alors c'est drôle, d'un côté, on a Stéphane Dion qui était capable de dire en 2007 que la loi 101 était une grande loi canadienne, mais le ministère de l'Éducation du Québec, lui, était timide dans sa présentation de la loi 101 dans nos programmes d'histoire. Il la présentait comme seulement quelque chose qui fait l'objet de vifs débats. Les euphémismes sont légion, je l'ai dit. Je vais vous donner d'autres exemples, à part changement d'empire. La Révolution tranquille, le chapitre sur la Révolution tranquille ne s'appelle pas Révolution tranquille. Non, c'est la modernisation de la société québécoise. Ah, et ça, c'est intéressant. La modernisation de la société québécoise, mais ça, c'est un processus qui se passe sur le long terme, qui n'est pas politique. C'est pas finalement passé grand-chose dans les années 60, sinon plus de modernisation, plus de programmes sociaux, la laïcisation. Mais ce dont on ne parle pas du tout dans le programme, c'est l'affirmation nationale des années 60. La nationalisation de l'hydroélectricité. Ça, on n'en parle pas non plus. Le changement du régime économique au Québec dans les années 60, le fait que tout d'un coup, les Anglais ont perdu une grosse partie de leur pouvoir économique au Québec même. Ça, c'est complètement tu.
Par contre, on va parler du fait que Robert Bourassa, dans les années 70, lance le projet de la baie James. On n'a pas parlé de la nationalisation d'Hydro-Québec, mais par contre, on parle du projet, parce que ça, c'est de la modernité, ça, c'est du développement. Mais on tait complètement le côté politique et national de la chose. De la même manière, c'est un cours quand même qui s'appelle « Histoire et éducation à la citoyenneté », ce qui implique une relation directe avec l'éducation civique, c'est-à-dire la préparation d'un futur électeur à sa vie démocratique comme citoyen québécois et canadien. Mais l'histoire de la démocratie au Québec n'est pas présentée comme ayant un lien avec l'autodétermination d'un peuple ou avec le gouvernement responsable. C'est présenté comme simplement une histoire de progrès dans la représentation des minorités. Donc, quand est-ce qu'il y a eu pour la première fois un droit de vote au Québec, après ça, le droit de vote des Autochtones, le droit de vote des femmes, et ainsi de suite. C'est ça, l'histoire de la démocratie. C'est uniquement du point de vue, qu'on pourrait dire, des minorités. Donc, la question d'ailleurs de la répartition du pouvoir entre le fédéral et le provincial, tout ça, on n'en parle pas du tout. Pour ce qui est du régime français, ça vaut quand même la peine d'insister là-dessus. Le régime français n'est pas présenté comme un moment fondateur dans notre histoire nationale, puisqu'il n'y a pas d'histoire nationale. Donc, c'est une période un peu sombre, une sorte d'âge des ténèbres où on vivait malheureusement sous l'absolutisme français. Évidemment, on a été libérés par les Britanniques qui nous ont apporté le libéralisme après. Une période de grande dépendance. Ça, c'est un des mots qui revient tout le temps dans le programme. Il faut étudier la Nouvelle-France en fonction de la question de la dépendance.